Donc, Quiz. je vous propose un petit quiz d'entrée, juste pour repositionner un petit peu le sujet et la problématique de la carence en micronutriments. Alors, à votre avis, la faim cachée désigne une malnutrition énergétique sévère, visible, une carence en protéines exclusivement, une ou plusieurs carences en micronutriments sans signe clinique évident, une malnutrition uniquement chez l'adulte, ou là un état nutritionnel normal à l'examen clinique mais avec carence biologique. CE. Ah, vous n'avez pas besoin de ce contrôle. Alors, ensuite, parmi les micronutriments souvent impliqués dans la faim cachée, à votre avis, est-ce le fer, la l'iode, la vitamine D, la vitamine A ou la vitamine K? Vitamine K. La vitamine C, je pense. La vitamine K. La vitamine K, Non. un impact, on va dire, santé publique. D'accord. Bon, la supplémentation est universelle, certes, dans les maternités, ce n'est pas ce qui cause de problème de carence en micronutriments. Alors, les conséquences de la faim cachée selon vous chez l'enfant comprennent un développement cognitif réduit, une vulnérabilité accrue aux infections, un retard staturo-pondéral, des troubles de comportement alimentaire, il y a une baisse des performances scolaires. Plusieurs réponses sont possibles. A, B, D, سلة En fait, il n'y a pas des troubles de comportement alimentaire. Ils font pas partie, on va dire, des conséquences, on va dire, de la faim cachée. Le retard, ça existe. Les carences proteiques, ils peuvent aussi impacter la croissance staturo-pondérale. Alors, pour la carence martiale, là aussi, c'est juste pour repréciser certains éléments. Au cours d'une anémie par carence martiale non traitée, on retrouve une hypochromie, une diminution du coefficient de saturation de la sidérophilie, une augmentation des réticulocytes, une hyperbilirubinémie libre, une augmentation de la transférine. L'hypochromie, la diminution du coefficient de saturation et puis l'augmentation aussi de la transférine en réaction à la carence martiale. Donc, lors d'une anémie par carence martiale, on retrouve une diminution du fer serré, de la ferritine sanguine, de la transférine, de la capacité totale de fixation de la sidérophilie, du coefficient de saturation de la transférine. ABB. C'est des choses qu'on demande, c'est vrai, assez souvent, mais ce qui compte peut-être le plus, c'est la ferritine, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut demander devant une suspicion de carence martiale. Les situations suivantes inhibent l'absorption du fer, vous connaissez aussi, la consommation du thé, du café, la prise de vitamine C, voilà, l'ingestion d'argile, et puis la consommation de fruits, elle favorise l'absorption du fer. Une anémie microcytaire avec fer sérique plutôt élevé. Alors, il peut être lié à un saturnisme, intoxication du plomb. Normalement, qu'il faut le fer sérique normal, on le saturnisme aussi. Alors, une thalassémie, Oui. souvent un père demandé une électrophorèse pour des anémies avec fer ou de ferritine. Une carence martiale en cours de traitement, ça dépend de quelle mesure une carence en vitamine B6, un syndrome myélodysplasique, normalement oui, notamment les célébroblastos. Vous avez la thalassémie et le syndrome myélodysplasique. Alors pour la carence en vitamine D, peut entraîner un rachitisme carentiel, bien sûr, une hypocalcémie, hyper ou la hypophosphatémie. La carence en vitamine D. Un retard de croissance,
Il y a normalement l'hypophosphatémie. Hyperparathyroïdie qui va entraîner justement le sang d'absorption des phosphates. Et puis parmi les signes biologiques suivants, lesquels sont fréquemment associés à une carence en vitamine D, bon, c'est la suite de tout à l'heure, la carence sévère, elle s'accompagne d'une hypercalcémie, non, hypophosphatémie, augmentation de la PTH, l'hypocalcémie bien sûr, augmentation de la phosphatase, je pense la dernière ou l'avant-dernière question. Parmi les signes cliniques suivants, lesquels sont évocateurs d'une carence en vitamine A, l'héméralopie, on appelle aussi la cécité nocturne, donc la xérophthalmie, la sécheresse oculaire, la kératomalacie, en fait, l'atteinte de la cornée, donc c'est possible, l'ictère non, et les taches de bipou, c'est des dépôts blanchâtres qu'on retrouve sur la conjonctive. C'est assez typique de la carence en vitamine A, notamment les carences sévères. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette faim cachée? Vous l'avez certainement deviné. C'est généralement quand on a des enfants qui ont un apport calorique qui est relativement correct, et avec ça, ils ont des carences en micronutriments qu'on peut retrouver sur le plan biologique, ou là, qui sont en train de développer, qui sont en train de se manifester, on va dire, cliniquement. C'est-à-dire qu'ils ont souvent des apports caloriques qui répondent un petit peu à leurs besoins, et les apports en micronutriments sont relativement bas. D'accord? Donc, se réfère finalement à la carence en micronutriments, tels que les vitamines et les minéraux. Il survient malgré un apport calorique suffisant. D'accord? Elle peut entraîner des problèmes de santé majeurs. Elle est souvent invisible car elle ne provoque pas immédiatement de symptômes clairs. Alors, il y aurait dans le monde plus de 2 milliards de personnes qui souffrent de la carence, de la faim cachée, de la carence en micronutriments. C'est énorme. Et ça, en fait, serait lié à la qualité de la culture, en fait, des différents produits, on va dire, qu'on consomme au quotidien. Donc, il y a l'appauvrissement aussi des sols en micronutriments qui pourrait expliquer en grande partie cette tendance ascendante, on va dire, de la faim cachée. Alors, les groupes à risque, c'est essentiellement les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Alors, une idée juste pour rappeler la prévalence, on va dire, mondiale de la carence martiale. Alors, pour le faire, elle affecte environ 30% de la population mondiale. C'est variable d'une région à une autre, avec une prévalence élevée chez les enfants d'âge scolaire. Pour le zinc, il touche environ 17% de la population mondiale, iode 30% des enfants d'âge scolaire. Pour la carence en vitamine A, il y aurait plus de 190 millions d'enfants à l'échelle mondiale qui souffrent de la carence en vitamine A. Et la vitamine D, elle affecte environ 1 milliard de personnes dans le monde. C'est même un tiers de la population serait touchée par la carence en vitamine D. Alors, vous avez ici des chiffres de 2000 au Maroc. Quels sont les chiffres plus récents? Vous inquiétez. Alors, en 2000, la carence martiale touchait environ 31,5% des enfants de 6 mois et 5 ans. Il y avait quand même une anémie par carence martiale. L'iode, 22% des enfants de 6 à 12 ans qui est présenté à droite. Pour la vitamine A, c'est 40,1% des enfants qui présentaient une carence. Et pour la vitamine D, un enfant sur 3 qui souffrait d'une carence en vitamine D. Et il y a eu cette enquête relativement récente, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est dans la enquête il y a 2019-2000. C'est l'enquête la plus récente sur la nutrition au monde. Alors, qui a essayé justement d'évaluer les habitudes alimentaires, l'état nutritionnel des enfants de 6 mois à 6 ans. Alors, on s'est intéressé à ce qu'on appelle le score de diversité alimentaire, c'est-à-dire le nombre des groupes alimentaires que les enfants consomment régulièrement. D'accord? C'est une enquête qui a révélé quand même des déficiences, on va dire, importantes en matière de diversité alimentaire. Et vous avez au total 40,5% des enfants qui consommaient moins de 4 groupes alimentaires. Donc, vous voyez un petit peu la prédisposition finalement à une
différences en micronutriments. Bon, il y a des différences entre le milieu rural et le milieu urbain, notamment pour les formes relativement sévères, 43,5% en milieu rural contre 38,5% en milieu urbain. Il y a aussi des différences entre le sexe masculin. Les groupements alimentaires, qu'est-ce que c'est? Alors, les groupes alimentaires, on a dit un petit rappel par la suite, c'est-à-dire les groupes qui ont les graisses, les fruits et légumes, les protéines animales, etc. Et normalement, 7 groupes. La pyramide. C'est la pyramide, mais ça, oui, c'est ça. Ça a permis de faire les groupes alimentaires. Ouais, les colonnes, les 3 couleurs. Alors, vous avez là, il y a moins 4 groupes alimentaires. Le bleu, c'est entre 4 et 5. Et le bleu clair, c'est plus de 6 groupes alimentaires. Donc, une diversité alimentaire qui est plus importante. Alors, cette enquête, on a vérifié aussi l'état nutritionnel des enfants. Pour se rapprocher justement de cette notion de faim cachée. Et vous le remarquez, la plupart des enfants n'avaient pas vraiment d'insuffisance pondérale ou d'émaciation. Il y en a à peine 2,8% des enfants qui souffrent d'émaciation, c'est-à-dire un rapport poids-taille qui diminue. L'émaciation, c'est la malnutrition aiguë, qui est évaluée par le rapport poids-taille. Peu importe la taille, que je fous le poids par rapport à la taille, je fous le poids par rapport à l'âge. D'accord? Et on multiplie par 100. Le poids divisé par le poids idéal pour la taille, on multiplie par 100, et c'est l'indicateur, on va dire, de la malnutrition aiguë. L'ardinal de retard statural, c'est un indicateur plutôt de malnutrition chronique. Et la malnutrition, quand elle commence, elle affecte d'abord la masse graisseuse, quand on est mal nourri. Je parle de l'apport énergétique, et protéinique. Ça affecte la masse graisseuse, progressivement, il affecte la masse musculaire. Quand on touche à la masse musculaire, on va freiner la croissance naturelle. Au début, c'est le poids qui baisse, puis à la longue, c'est la taille qui baisse. Et donc, quand la taille baisse, la stagne, il y a la masse naturelle, ça veut dire que la malnutrition est plutôt chronique. Bon, l'insuffisance pondérale, c'est le poids par rapport à l'âge. Et nous avons quand même des enfants qui sont en surpoids, là, obèses. La enquête de 2019, 2020. Donc, c'est des enfants, on va le voir, qui ont des carences en micronutriments, mais sur le plan apport énergétique, on va dire, ils ont des apports relativement corrects. Il y a à peine 2,8% des enfants qui souffrent d'émaciation, à peine 3% qui souffrent d'insuffisance pondérale, 14% quand même qui souffrent d'un retard d'adolescence. Vous avez même des enfants obèses. Donc, parmi les enfants obèses et les surpoids, il y a aussi des carences en micronutriments. Donc, ça ne devrait pas fausser les idées où l'enfant obèse il a des apports corrects, c'est-à-dire les micronutriments, ce n'est pas toujours vrai. Alors, voilà un petit peu les chiffres pour les différentes vitamines et micronutriments. On a comparé à des enquêtes relativement anciennes. Alors, pour la carence en vitamine A, en 2019, 8,8% de ces enfants de 6 mois à 60 mois à peu près avaient une carence en vitamine A, contre à peu près 29% en 2008 et 40,9% en 1996. Pour la carence en fer, la prévalence de l'anémie chez les enfants âgés de 6 à 59 mois est de 47,5%. Alors en 2019, l'anémie carentielle, l'anémie carentielle était de 34% contre 57% en 2000. Ça veut dire qu'il y a quand même des efforts, des acteurs, on va dire, du domaine qui ont permis de réduire la prévalence des carences en micronutriments. La même chose pour la vitamine D, il y aurait 8% des enfants entre 6 mois et 59 mois qui seraient carencés en vitamine D. Et donc la carence est relativement sévère. Là, vous avez quand même plus de 68% des enfants qui ont un taux de vitamine D qui était normal. La carence en iode, la même chose. On a à peu près chez 20% qui étaient carencés en iode contre 23% en 1993. Donc, la carence en iode, les zones non malheureuses, elles posent encore des problèmes. Alors, vous avez effectivement la région d'Yalmina, qui serait affectée à plus de 27%
pour ce qui est de la carence en iode. Alors, quelles sont les causes des carences en micronutriments? On a parlé tout à l'heure de l'appauvrissement des sols, des cultures quand même agressives, donc la qualité de la culture en général qui est relativement touchée. Et puis il y a bien sûr, pour ce qui est de nos enfants, il y a aussi l'occidentalisation, on va dire, il y a l'alimentation bien. Donc on s'intéresse beaucoup plus à l'apport énergétique, à l'apport en graisse, et on oublie peut-être tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, qui sont les principales sources, on va dire, des micronutriments. Vous avez des régimes alimentaires qui sont peu variés, avec prédominance des céréales, faible consommation de fruits et légumes pour les animaux, accès limité à des aliments riches en micronutriments en raison de la pauvreté des crises économiques. Il y a aussi le problème des maladies infectieuses qui sévissent dans certaines zones, comme la diarrhée, qui augmente les pertes en micronutriments et diminue bien sûr l'absorption. Vous avez quand même la conjonction de plusieurs facteurs qui expliqueraient cette carence en micronutriments. Et bien sûr, cette carence en micronutriments a un impact sur la croissance, un impact sur le développement cognitif de l'enfant, avec des déficiences de l'apprentissage et le développement mental. Il impacte aussi l'immunité et augmente la susceptibilité aux infections. Et vous avez donc des complications habituelles de l'anémie, telles que la fatigue, la faiblesse, et même des complications cardiovasculaires. Bon, un rappel rapide sur les différentes des symptômes des différentes carences. Vous reconnaissez un petit peu la carence en fer, on l'a suspecté de voir une fatigue, une pâleur, un retard de croissance, une diminution de capacité cognitive et immunitaire. Vous connaissez le mécanisme par lequel le fer peut affecter le développement cognitif cérébral des enfants. Alors, le fer, il agit aussi au niveau de la mitochondrie directement, qui est donc le moteur, on va dire, énergétique des cellules cérébrales. Quand il y a une carence en fer, ça va impacter le métabolisme énergétique, la production d'ATP au niveau des cellules nerveuses. Et le fer impacte aussi la myélinisation. Donc, il y a des myélinisations, on dit les interconnexions neuronales, etc. Et donc, quand on a une carence en fer, l'âge précoce, ça réduit les connexions entre les neurones, et donc ça affecte finalement le développement cognitif chez les enfants. Alors les sources, vous les connaissez, la viande rouge, éthique, nous avons proposé au Chahina chez source, Ziana bien j'ai les chinas. C'est vrai. Alors la viande rouge, les légumes à feuilles vertes, les légumineuses, les céréales enrichies. Alors pour la carence en zinc, les symptômes principaux, c'est le retard de croissance, la perte d'appétit. La perte d'appétit, ça c'est très décrit en tout cas la carence en zinc, et la supplémentation en zinc améliore souvent l'appétit des enfants. Alors on s'acharne sur les stimulants de l'appétit, et il suffit parfois de corriger l'apport en zinc pour que l'enfant reprenne un appétit relativement. Bon, ça affecte aussi le système immunitaire. Vous connaissez certainement l'acro-dermatite qui serait liée à la carence en zinc. Alors les sources habituelles du zinc, les viandes, les fruits de mer, les produits laitiers, la noix et les graines. La carence en iode, vous connaissez aussi, vous avez comme symptômes goitre, le retard mental, l'hypothyroïdie. Donc les sources principales de l'iode, c'est le sel iodé, les poissons, fruits de mer, les produits laitiers aussi. La vitamine A, les symptômes de la carence, donc la minéralité au cycle nocturne. La susceptibilité accrue aux infections, l'exérophthalmie, les sources principales, le foie, les produits laitiers, les œufs, légumes orange et vert foncé. Tout ce qui est coloré normalement, ça vous savez. La carence en vitamine D, alors les formes sévères, c'est le rachitisme, et sinon vous avez la faiblesse musculaire, vous avez aussi les douleurs osseuses chez l'enfant, notamment par rapport avec les carences en les principales sources, poissons gras, les produits laitiers enrichis, les œufs. Alors pour ce qui est des stratégies de prévention de ces carences en micronutriments, vous avez certainement entendu parler des
stratégies de supplémentation, on va dire des enfants directement, vitamine A, vitamine D, dans le cadre du programme national, bien sûr. Il y avait un souci ces derniers temps par rapport à la vitamine D. Chez la voiture, il y avait des fausses routes à la forme qui est proposée par le ministère de la Santé. Et le dosage. Chez le volume. Volume. Le dosage, ouais, mais le volume vient L'ampoule. l'ampoule est relative 5 ml, c'est important. Et la solution elle est huileuse, il faut parfois le professionnel de santé qui a commandé l'ampoule, ça change chez vous, à l'enfant. Ça, c'est des recommandations par rapport au produit اللي هو تخرج في المارشي. كانت فيها 600 مليلتر. 200 لا دابا تهضر على الفوليوم وتزيد الفوسفوت. مي السياره كيفات لي واحد باكس فيتامين شي حاجه باكس فيتامين فيها 600 مليلتر. Je suis de l'autre côté décidé. parce qu'on nous a appelé dernièrement. ولا كاين 200 كاين 900 000. بريفي ولكن في لوبيتال 100 مليلتر 100 دابا جو بونس كاينه لا ديال سوتيما 100 مليلتر 100 مليلتر جو بونس اربوجين ولا شي حاجه بحال ما بقاش ستيروجين لا اربوجين ولا شي حاجه لا السميه ديالها فيها باك شي حاجه باكس ماشي الفيتامين A هذه يمكن. لا فيتامين A فيها باكس. la vitamine D, donc la des recommandations la prise sous supervision qui est le professionnel. toujours 200 200 000. 000. Mais le volume est 5. Hein? Pax Vita Pax Vita Pax Vita, voilà. 100 مليلتر 100 مليلتر Donc 100 ml. Et le volume c'est 5 millilitres. Je fais le volume de là. Je prends 5 millilitres. Pax Vita il est plein. 5 ml 5 ml. Donc le volume tire. Mais c'est huileux, les enfants parfois font des fausses. Pax Vita Donc, quand il y a des signalisations, dans la réunion du ministère, et pour justement faire des recommandations officielles auprès des professionnels de santé, je le produis à le centre de santé, machine c'est le positionnement de l'enfant au moment de la prise. Donc, vous avez aussi la supplémentation en fer acide folique pour les femmes enceintes et bien sûr la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Alors, on a aussi un programme du ministère pour la diversification alimentaire avec l'introduction des aliments de complément à partir de 6 mois. Quand on va en parler, les recommandations entre l'OMS et les sociétés savantes par rapport à l'âge de la diversification alimentaire. La promotion d'une alimentation variée qui inclut les fruits, légumes, les protéines animales et végétales. Et puis bien sûr l'éducation des parents sur l'importance de la diversité alimentaire. Parce que généralement la carence en vitamines surtout, si vous avez un minimum d'apport, un minimum de diversification alimentaire, il n'y a pas de risque de carence. Si l'enfant prend un peu de tout, il n'y a pas de risque de développer les carences en vitamines. Donc la diversification de la diversité alimentaire est prévenue pour les carences en vitamines en particulier. Vous avez aussi le volet éducation nutritionnelle qui est important pour sensibiliser les parents et les soignants, promouvoir les habitudes alimentaires saines, réduire les carences en micronutriments et améliorer la santé globale des enfants. Vous avez ici les recommandations pour ce qui est des stratégies de supplémentation. On va y revenir. Pour le faire, 3 mg par jour pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Le zinc, 10 mg par jour pendant 10 à 14 jours, surtout en cas de diarrhée. D'autant plus que les enfants peuvent faire plusieurs épisodes de diarrhée dans la nuit. L'iode, avec l'utilisation de sel iodé, normalement, il n'y a pas de souci. Mais il faut généraliser quand même l'utilisation de sel iodé. La vitamine A, 100 000 pour les enfants de 6 à 11 mois et 200 000 unités pour les enfants de 12 à 59 mois tous les 4 à 6 mois.
que vous avez eu ces stratégies de fortification alimentaire, en particulier l'huile de table qui est fortifiée en vitamine A et en vitamine D, ce qui permet de couvrir le tiers des besoins journaliers pour un adulte. La farine industrielle aussi au Maroc qui est enrichie en fer, en vitamine B1, B2, B3 et acide folique. Donc vous avez en 2007 25% du volume global cumulé des farines industrielles produites étaient fortifiées. Ce sont donc des stratégies du ministère de la Santé pour lutter finalement contre cette carence en micronutriments. Et puis en matière d'innovation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la biofortification. Il s'agit d'utiliser des semences, on va dire, qui sont déjà à la base riches en certains micronutriments. J'avais lu le Mozambique, je pense, grâce à la patate douce. Ils ont pu lutter contre la carence en vitamines. C'est un œuf, la culture de semences est à la base riche en vitamines. Donc, le riz doré enrichi en vitamine A, le maïs est enrichi en zinc. La dose prophylactique de le fer, 3 mg. Oui. Comment ils ont fait le programme pour l'introduire? Bon, là, c'est une recommandation. C'est-à-dire, le programme, je pense qu'on ne demande pas de la. C'est une recommandation pour la supplémentation. Alors, les recommandations pour les différents. Donc, voilà un petit peu pour les stratégies, on va dire, de prévention des carences en micronutriments à l'échelle, on va dire, globale, c'est-à-dire aussi des stratégies du ministère de la Santé. Alors, on passe à la deuxième partie du topo pour rappeler certains éléments essentiels, on va dire, en matière de supplémentation et de besoins, on va dire, nutritionnels en micronutriments. Et là, c'est juste pour rappeler certaines terminologies. Quand on parle de nutrition, vous avez le bien nutrition quand vous avez les apports adéquats pour les différentes, pour tous les besoins en micronutriments. Dénutrition, c'est un manque d'apport protéinique ou calorique. Malnutrition, c'est un déficit ou l'excès de certains nutriments avec ou sans retentissement sur la croissance. Vous savez, le surpoids, l'obésité, est considéré comme une malnutrition, bien sûr. Alors, les micronutriments, ce sont des nutriments sans valeur. Ça aussi, vous savez, nécessaires au fonctionnement de différents organes et qu'on ne peut pas en général synthétiser, tels que la vitamine D, les minéraux, les oligos. Alors pour le fer, qui est un micronutriment, on va dire, essentiel à la vie, alors vous avez un déficit mental qui est relativement majeur pour le fer, il y a plus de 2 milliards de personnes carencées, donc 293 millions d'enfants. Vous connaissez le rôle qu'a le fer, réserve l'oxygène via l'hémoglobine et la myoglobine, il est indispensable à la synthèse de l'ADN et à la production de neurotransmetteurs. Les conséquences de la carence en fer, vous connaissez aussi, l'anémie avec tout le cortège des signes de l'anémie. Vous avez aussi la chute de cheveux, les infections fréquentes, ralentissement du développement intellectuel. L'impact chez l'enfant reste quand même une urgence qui est souvent invisible. C'est-à-dire un enfant qui peut avoir, comme on a dit au tout début, un poids et une taille qui sont relativement nouveaux, mais c'est un enfant qui va souffrir sur le plan de développement cognitif en particulier. Et il y a des travaux qui montrent que la carence en fer chez le nourrisson peut impacter l'enfant même 20 ans plus tard. Donc on voit le développement initial de l'enfant, il faut faire très attention aux apports en différents micronutriments. Effectivement, c'est une période qui est relativement critique de programmation. Je ne vais pas revenir sur les 1000 premiers jours, tout ce qui se passe au cours des 1000 premiers jours peut impacter la santé future de l'individu. Alors, vous avez ici les conséquences résumées, on va dire, de la carence en fer. Donc, il y a l'altération de la croissance et du développement, et ça peut démarrer dès la vie intra-utérine, chez une femme qui est carencée en fer. Donc, ce qui entraîne des troubles parfois
cognitive, un dysfonctionnement sur le système visuel, vu que le développement neuronal risque d'être altéré. Ça altère le développement cérébral et psychomoteur de l'enfant, des anomalies de développement psychomoteur, une altération du développement mental, une réduction du quotient intellectuel d'environ 9 points. Vous avez l'altération aussi des fonctions immunitaires, des enfants qui sont sujets à des infections relativement sévères, du fait de la diminution de l'activité bactéricide des macrophages et de l'activité de la transformation de plusieurs cytokines. Pourquoi le fer est très important pour plusieurs métabolismes, pas uniquement pour la fabrication, on va dire, de l'hémoglobine, mais aussi pour tout ce qui est métabolisme immunitaire, développement psychomoteur et croissance en général. Donc les effets négatifs de la carence en fer sont bien connus actuellement sur les performances notamment scolaires des élèves, et ça justifie des mesures effectivement précoces pour éviter tout ce qui est échec scolaire, abandon scolaire, ou faire productivité à l'âge adulte. C'est une carence qui nous suit, qui nous affecte sur plusieurs volets, et donc il faut faire très attention à la carence en fer. Donc, au-delà des conséquences cliniques, vous avez cette carence qui peut avoir un impact aussi économique non négligeable dans les pays en développement. Il y a des pertes économiques qui sont engendrées par les carences. Donc, quand vous avez une population qui est affiliée entre parenthèses par rapport au nutriments, ça va certainement impacter l'économie, on va dire, de nos pays. Vous voyez que pour le faire, le PIB peut être réduit jusqu'à 4% à cause de la carence martiale. Alors maintenant, pour les besoins en fer, bien sûr, ils varient en fonction de l'âge, en fonction aussi de la qualité, on va dire, d'absorption de ce fer. Alors pour les tout petits, jusqu'à 6 mois, les besoins quotidiens seraient aux alentours de 0,38 mg par jour. Donc, on suppose que le nouveau-né a des réserves qu'il a accumulées pendant le dernier trimestre de la grossesse et qui vont l'accompagner certainement 6 mois. Alors pour les 7-11 mois, les besoins sont de l'ordre de 11 mg par jour. Il faut savoir que juste 1,1 mg va être absorbé. Donc ça, c'est la quantité apportée pour avoir 1 mg d'absorbé. Sinon, ça c'est le minimum. Et les besoins, bien sûr, seraient multipliés par 2 à 4 chez les enfants à risque durant la première année. C'est-à-dire des enfants mal diversifiés, les enfants qui ont eu une prématurité initialement, ou là, qui ont eu une alimentation adaptée qui n'était pas adaptée, etc. Entre 1 et 6 ans, les besoins sont de l'ordre de 7 mg par jour et 11 mg pour les 7-11 ans. Et puis pour l'adolescent, 13 mg pour la fille, 11 mg par jour pour le garçon. Alors il y a la biodisponibilité des fer qui varie en fonction de la source. Ça vous le savez aussi, pour le fer héminique, c'est 30% d'absorbé. Pour le fer végétal, c'est uniquement 5%. Ça aussi, vous le connaissez, les parents le connaissent aussi. C'est bon pour les besoins. Alors pour les nourrissons qui sont allaités, le choix justement, les critères de choix du lait ou la pourquoi recommander tel ou tel lait, on se base aussi sur l'apport en micronutriments. Et là vous avez par exemple pour le fer, alors le lait maternel, il est certes relativement pauvre en fer, mais la qualité du fer elle est meilleure que celle du lait de vache. Vous avez un taux d'absorption qui atteint les 50%. Donc uniquement 5% pour le lait de vache. Donc le fer ou lait de vache n'est pas bien assimilé par les enfants. Bon, pour les formules infantiles, là bien sûr on essaie de corriger les quantités de fer pour qu'ils soient adaptés aux besoins des nourrissons. Donc vous avez une moyenne de 0,5 à 1,5 mg de fer pour 100 ml pour les laits pour nourrissons. Et la même chose pour le lait de suite, et pour les laits de croissance, on va majorer un petit peu, on majore l'apport en fer, parce que les besoins en fer sont encore accrus chez l'enfant à partir de l'âge de l'année. Donc là, c'est pour rappeler effectivement la place des laits de croissance dans l'alimentation infantile, ne serait-ce que par rapport au fer. Alors le lait de croissance, en principe, il contient beaucoup plus de fer que le lait de vache, jusqu'à 25 fois.
donc ils répondent mieux, on va dire, aux besoins nutritionnels de l'enfant. Et c'est le cas aussi pour les acides gras essentiels et pour la vitamine D. Donc, vous avez jusqu'à 40 fois plus de vitamine D dans le lait de croissance ou dans le lait de vache, on va dire pur. Et c'est des laits qui sont moins riches en calcium, en sodium et en protéines pour s'adapter finalement à la physiologie, on va dire, des bébés. Ils sont un petit peu légèrement plus coûteux, ils sont parfois sucrés ou aromatisés, mais cela n'impacterait pas normalement les préférences, on va dire, gustatives chez l'enfant plus tard. Patrick Tougnon, qui est un adepte une nouvelle recommandation en matière d'apport de sucre et de sel pour lui. C'est les recommandations qu'on donne aux mamans, une alimentation qui soit moins sucrée ou moins salée. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord pour cette attitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve, on va dire, formelle que ça va impacter les préférences, on va dire, gustatives de l'enfant par la suite. Ça va affecter la corpulence des enfants par la suite. Ce qui a rapporté de plus, c'est les caries dentaires avec les cellules. Il y a des loups, de plus en plus avec ces laits, parce que c'est trop sucré. C'est ça. Trop sucré. Alors, les laits des œmages peuvent continuer aussi à être utilisés en relais de l'écouillage, c'est-à-dire même après l'âge de la vie. Là, vous avez les recommandations de la Société française de pédiatrie pour consommer au moins 250 litres par jour à partir de 1 an pour couvrir les besoins en fer. Et il est conseillé même de poursuivre le lait de croissance jusqu'à l'âge de 3 à 6 ans. On voit un petit peu de l'apport par rapport au focus apport en fer essentiel. Et là, vous avez effectivement les équivalences de fer, on va dire, absorbé, c'est-à-dire pour avoir 0,7 mg de fer absorbé, vous consommerez 360 litres de lait de croissance. Donc 40 litres que de lait de vache. Vous avez là aussi 0,7 mg de fer absorbé. 60 g de foie de veau, 90 g de bœuf, 560 g de poisson, 930 g d'hélicipinard. Ça, c'est le fer végétal. En absorption, il est relativement médiocre. Alors, les facteurs de risque, il faut aussi les connaître par rapport à la carence martiale. Les hémorragies du père partant, donc ça va affecter éventuellement le nouveau-né, le petit naissant, la prématurité, l'anémie chez la maman, les grossesses bien sûr rapprochées multiples, le retard de croissance intra-utérin, la transfusion fœto-maternelle, l'utilisation de l'élevage, l'allaitement maternel prolongé au-delà de 6 mois sans déclassification alimentaire, la géophagie bien sûr, et puis bien sûr les menstruations chez la jeune adolescente. Donc c'est des situations à risque qu'il faut connaître et il faut justement proposer des supplémentations pour couvrir ce risque, on va dire, de carence en fer. Alors vous connaissez aussi la chronologie biologique de la carence en fer. Ça commence par une baisse de la ferritinémie du fer sérique, une augmentation de la transférine, une diminution de la saturation de la transférine, et une augmentation de la protoporphyrine qui va baisser progressivement le volume globulaire moyen. Et puis s'installe l'hypochromie avant que la lignée ne se déclare. Donc la carence martiale est démarre beaucoup plus tôt que lorsque la lignée est déjà installée. J'aime beaucoup l'algorithme. Alors, quand vous avez finalement une suspicion de carence en fer, devant une hypochromie, plus ou moins une mucocytose, l'aliment et l'anémie, avec une situation à risque de carence, donc vous allez faire votre enquête alimentaire et vous suspectez une carence d'apport en fer. Là, vous avez déjà des signes d'anémie. Alors, vous suspectez donc la carence martiale. Ce qui est recommandé actuellement, c'est pas demander le fer sérique, le fer sérique, c'est plutôt fer sérique et sérique. D'accord, donc c'est ça. Et ça va permettre justement d'éviter certaines confusions, on va dire, notamment avec une inflammation. Je vais vous expliquer un
petit peu pourquoi l'inflammation a une augmentation de la ferritine. Ça peut masquer en quelque sorte une carence en fer. Alors, on demande ferritine et CRP. Quand vous avez la ferritine basse, CRP normale, c'est clair, c'est une carence en fer. On a notre diagnostic. Et quand vous avez la ferritine qui est élevée et la CRP qui est élevée, là, vous êtes plutôt face à une inflammation. Donc, vous avez une ferritine qui est normale avec une CRP élevée, ça peut être une carence martiale associée à l'inflammation. Bien sûr, quand vous avez une ferritine qui est normale avec une microcytose hypochromie, une CRP qui est normale, là on suspecte plutôt une hémoglobinopathique, c'est des microprotéines qui va redresser finalement le diagnostic. Alors la ferritine, effectivement, il joue un double rôle, c'est-à-dire il reflète d'une part les réserves en fer, et d'autre part, il reflète l'inflammation et il peut masquer une carence en fer. C'est pourquoi il faut toujours demander ferritine à la CRP. On a un schéma qui a permis justement de comprendre pourquoi la ferritine augmente en cas d'inflammation. Alors vous avez effectivement des cytokines pro-inflammatoires, IL6, IL1, IL-alpha, etc., qui augmentent déjà la synthèse hépatique de la ferritine. Et la ferritine, elle reflète le stockage d'IL de fer. Et vous allez deviner qu'en cas d'infection, les bactéries ou les germes tendent à utiliser bien sûr le fer pour leur croissance. Et là, le système immunitaire il réagit en favorisant le stockage d'IL de fer, plutôt qu'il circule au sang, dans les différents sites. Et donc, quand on a une ferritine qui augmente, c'est le témoin d'IL, stockage d'IL de fer, pour éviter son utilisation par des germes. Je ne sais pas si vous avez saisi. Et tout ça, c'est grâce à des cytokines pro-inflammatoires. Vous avez aussi entendu parler d'hypsidine. L'hypsidine, c'est une hormone qui va bloquer le canal de la ferroportine qu'on retrouve notamment au niveau des macrophages. Ça va empêcher le passage d'IL de fer des cellules à l'extérieur des cellules. Donc ça va favoriser finalement le stockage d'IL de fer. Donc, la ferritine augmentée, c'est le témoin d'un stockage plus important d'IL de fer pour éviter finalement son utilisation par les germes. C'est pourquoi la ferritine augmente en cas d'inflammation. Donc la ferritine qui s'élève non seulement comme reflet des réserves, mais aussi comme marqueur finalement de l'inflammation, indépendamment du statut martial réel. Donc, pour résumer la problématique d'IL de fer, alors le déficit en fer constitue finalement l'enjeu de santé publique mondiale, quel que soit le niveau des pays. Alors, à l'âge de 1 an, vous avez des besoins en fer qui sont 8 fois plus élevés que ceux des adultes. On a des besoins relativement accrus rapportés au poids de l'enfant chez l'enfant que chez l'adulte. Même une carence modérée, comme on vient de le voir, peut entraîner à long terme un risque d'anémie et altérer le développement, notamment le développement cognitif de l'enfant. Le fer étant mal absorbé, il est nécessaire d'apporter donc finalement des quantités suffisantes. L'allaitement maternel couvre les besoins en fer jusqu'à 4-6 mois et on a vu la qualité du fer maternel comparée au laitage, sauf chez les nourrissons à risque. Les prématurés, les enfants ayant une hypotrophie présentent bien sûr un risque accru parce que tout simplement les réserves en fer à la naissance sont relativement réduites parce que la durée de la grossesse ou le développement de l'enfant était relativement. C'est quoi une qualité en fer? Pardon? La qualité en fer, c'est la biodisponibilité ou le fer il est différent d'un lait à l'autre? Le fer, c'est le fer. Non, mais l'absorption d'IL, alors je m'explique par rapport le fer et l'ardinal, le fer qui est le lait de vache. Le lait de vache, il y a beaucoup de caséine, par exemple. Et la caséine, elle capte avec le fer et l'empêche son absorption. À la différence. C'est sa disponibilité. Sa disponibilité. Mais le fer, c'est le même. Regarde les autres composants autour, au moins qui peuvent bloquer finalement l'assimilation et l'utilisation de l'IL. Alors le fer, il est suffisamment présent, voire en excès dans les préparations infantiles, parce qu'on n'a pas la même qualité, on va dire, des composants de lait maternel. Et les apports en fer ne sont pas garantis, bien sûr, ni par le lait de vache, ni par le lait maternel au-delà de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois, le lait maternel reste suffisant, ça on le sait. Mais à partir de 6 mois,
les nutriments du lait maternel ne suffisent pas, il va falloir justement diversifier ses enfants. Et les apports ne sont pas aussi garantis quand il n'y a pas de diversification, ni par la diversification alimentaire seule jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc il va falloir garder aussi un apport en lait, accompagnant la diversification alimentaire pour finalement répondre aux besoins en fer. Donc un enfant allaité au-delà de 4-6 mois devrait recevoir un complément en fer alimentaire. Alors en France en particulier, on recommande une supplémentation systématique des enfants à partir de 6 mois. Et on craint que la diversification ne soit pas top et risque de ne pas assurer finalement les besoins nutritionnels en fer. Et des recommandations qu'il y ait des supplémentations même systématiques des enfants. Je ne sais pas si vous le faites aussi ou non. On fait attention à la diversification alimentaire, mais pas une supplémentation systématique. Voilà, donc justement un produit qui est très utilisé en France, le ferrostran. Voilà, qui est très recommandé, et c'est apparemment le plus bon fer, en fait, le fer qui est lié à l'acidité. Très ancien. C'est ça. Alors le lait de croissance il est indispensable, il est à poursuivre jusqu'à un apport de 150 grammes jusqu'à ce qu'un apport de 150 grammes de produits carnés soit assuré, donc notamment un enfant de 4-6 ans. C'est-à-dire que le lait de croissance peut justement compenser ou assurer les besoins en fer tant que l'enfant ne consomme pas assez de viande. Les anciens prématurés et autochtones doivent recevoir un complémentaire médicamenteux. Le lait ne suffit pas, ça aussi on le sait. Ça va pour le faire? On passe à la vitamine D. Pardon, juste par rapport à la CRP. On le demande maintenant dans un contexte infectieux inflammatoire ou systématiquement? Généralement, on pratique voilà. Quand il n'y a pas un contexte d'inflammation, mais attention, les enfants dénutris peuvent ne pas avoir de la fièvre, ils peuvent ne pas produire de la chaleur. Donc, c'est-à-dire je mets les conditions plus ou moins, c'est-à-dire avec une hypochromie, une mucocytose, des signes d'anémie, au cas où il a une enquête alimentaire qui fait suspecter une carence d'apport via des aliments riches en fer, quand on le fait à la base, on demande aussi la CRP avec. C'est-à-dire ferritine à la base, mais avec ça, la CRP pour ne pas passer à côté d'un problème inflammatoire. Pardon, je sais, dans le même cas, il y a une certaine valeur de CRP à partir de laquelle on va considérer comme ça mes références m'empêchent exactement, c'est-à-dire je dirais minimum 15-20 enfants. Je me rappelle d'un enfant que j'avais vu en consultation il y a quelques années, c'est par mes collègues ne connaissent pas. C'est un enfant qui avait fait le tour aussi des PDA pour un problème d'anémie carencière. Et on a attendu de faire, nous avons mis un métal, ça baisse. Et je trouve à chaque fois un interniste adulte, il a demandé une sérologie de la maladie cœliaque, rajette négative, طلب له quand même une fibrobiopsie, une atrophie partielle, داروا سو ريجيم sans gluten, انا شفتو هادشي 8 mois ou plus de régime sans gluten et malgré ça ferritine les chaussettes. On n'avait jamais demandé un marqueur de l'inflammation. Bon, c'est un enfant qui n'avait ni diarrhée, il n'avait pas vraiment les signes de maladie cœliaque. Il avait par contre des petites douleurs abdominales récurrentes et donc la CRP n'était pas très élevée. Mais par contre, j'ai demandé la calprotectine fécale, qui est un marqueur d'inflammation intestinale, j'ai mis à 1000 écus. Donc on n'était pas la maladie cœliaque ou la l'absorption, on était l'inflammation. Donc cet enfant, une consommation éventuellement de fer aussi d'inflammation. Donc c'est un enfant qui avait quand même la colonoscopie projetinale normale, il n'était pas vraiment sur une maladie. Et c'est un enfant qui avait en plus des douleurs particulières. Alors, je vais confier finalement mon collègue, c'était justement une SPA.
La cale protective qui était élevée, donc il réalisait en quelque sorte le risque de développer peut-être une colite inflammatoire type maladie de Crohn. Mais Protovas, ma culture web, comme si. شحال ديالو؟ Il avait vexé chez 8 ans, on a. نكون نايف Voilà, quel un retentissement sur son état nutritionnel. Et l'inflammation, comme je peux le faire, les collègues, trappe sépoligique sans gluten, parce que comme une atrophie relativement partielle, mais c'était finalement un rhumatisme chronique qui était là. Et le tube digestif, donc, vous avez qu'un cheveu de temps en temps, ça tape un petit peu la cale protective et le sous-traitement anti-inflammatoire, c'est un problème. Rhumatisme, et c'est un enfant qui risque de développer par la suite une colique inflammatoire. Donc, bilan inflammatoire, je dirais pas uniquement la CRP, mais quand je trouve un problème digestif, on a demandé aussi la calprotectine. Oui, il a fait le souci, C'est ça, pour dire que vous avez parlé de diversification unique. Il n'y a pas beaucoup de lait à partir d'un certain âge. Il n'y a pas beaucoup. Donc, si on garde l'allaitement maternel après 6 mois, alors là, on n'a que la diversification seule aussi. C'est le lait. Est-ce que c'est parce que le lait est facile à administrer si c'est vraiment il est bien diversifié avec tous les apports en viande et tout ça, donc suffisamment donc de faire, mais ça dit ça veut dire non, il y a entre le tout est relatif, mais ça c'est des constants, c'est-à-dire les enfants lesquels ont juste diversifié, où la quantité de lait a été rabaissée, ils risquent de développer des carences en fer. Quand j'ai le laitage, soit le lait maternel, soit les laits adaptés, et qui en principe, là c'est 10 fois plus de fer dans les laits infantiles que dans le lait de vache pur. Donc le lait c'est une source quand même, on va dire, simple et qui permet la simplicité ou pas, voilà, la facilité de... كنقولوا دائما حتى بعد لا ديفيرسيفيكاسيون كنقولوا نعطيو مينيموم ما بين 500 و 800 مليلتر ديال الليل. Ça c'est une recommandation. Et le fait de diversifier, faire des apports lactés, faire des environs. Donc finalement, donc le lait, il est enrichi en plus. C'est l'enrichissement en fer. C'est ça. Il faut toujours... Le lait qui peut être accepté généralement par l'enfant. Exactement. Les aliments matériels, sa quantité ne peut pas être suffisante. Donc vitamine D, sujet cher à notre عندك فيتامين زين probiotique. Entre autres. Ça, c'est la nouvelle. Alors, la vitamine D, ce n'est pas uniquement donc, le métabolisme phosphocalcique, c'est bien au-delà de ce métabolisme. Donc, vous avez un impact sur plusieurs, on va dire, métabolismes autres que celui de calcium et du phosphore. Ça impacte l'humeur, et donc vous avez un lien avec la dépression des gens déprimés, que l'on sait avoir une carence en vitamine D, pardon. Ça impacte l'immunité, la supplémentation en vitamine D est recommandée chez les enfants pour renforcer leur immunité, pour réguler aussi leur immunité. Quand on parle d'immunité, là c'est plutôt de l'auto-immunité, c'est-à-dire de la dysimmunité. Le fait d'apporter la vitamine D, ça permet aussi d'éduquer en quelque sorte le système immunitaire. Rôle possible aussi dans la prévention des cancers, dans niveau cutané, tout ce qui est de la peau et des cheveux, au niveau cardiovasculaire, ça impacte certainement le risque cardiovasculaire. Rôle aussi dans la fertilité, la douleur, l'inflammation, dans la performance physique pour les sportifs. Pour les fonctions cognitives, on a démontré un lien avec l'Alzheimer, l'autisme, la sclérose en plaques, et puis un impact aussi qui est de mieux en mieux identifier le microbiote intestinal et sur les maladies métaboliques avec l'obésité. Là, vous avez un petit peu les différents organes avec
l'importance des récepteurs de la vitamine D selon un petit peu les tissus. Donc finalement, tous les tissus qui ont des récepteurs de la vitamine D, donc c'est-à-dire qu'ils interfèrent aussi avec la vitamine D. Le déficit il est fréquent, très courant d'ailleurs dès la petite enfance par exemple, comme chez 75% des adultes. Alors il n'y a pas vraiment de seuil universel du taux, on va dire, de la vitamine D. Alors on propose 75 à 150 nanomètres comme intervalle, comme fourchette des valeurs normales. Vous connaissez probablement l'équivalence, unité c'est microgramme, et 75 nanomètres c'est l'équivalent de 30 nanomètres par millilitre. Les apports recommandés au quotidien, c'est à peu près 10 à 20 microgrammes par jour, soit donc l'équivalent de 400 à 800 unités. Alors on ne fait pas de dosage systématique de vitamine D, on va dire en routine, en supplément. Par contre, systématiquement, notamment les premiers mois, on va dire, de vie, et nous avons relativement des cycles. Et quand on a un contexte évocateur d'une carence en vitamine D, là bien sûr, il faut faire un dosage de la vitamine D de 27 OHP en particulier. Alors les principales causes de la carence en vitamine D, ça aussi vous connaissez, il y a le manque d'exposition au soleil, l'utilisation des écrans, etc. Il y a la peau foncée, avec une synthèse mécanique dans ce cas qui serait relativement moins efficace. Une alimentation, bien sûr, qui est pauvre en vitamine D, l'absence de supplémentation, surtout chez l'enfant. Alors, vous avez aussi l'obésité, qui est un facteur de risque pour la carence en vitamine D. Tout simplement parce que la vitamine D peut être piégée dans le tissu graisseux et l'enfant connaisse. Et puis, vous avez, en fonction de l'origine ethnique, vous avez des ethnies qui sont relativement plus carencées ou plus à risque d'être carencées en vitamine D. Il y a toujours cette histoire, il y a la qualité de récepteur de la vitamine D. Il n'y a pas de norme, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux valeurs normales. On ne peut pas généraliser les mêmes valeurs normales pour toutes les populations du monde, parce que justement, il y a une histoire, il y a la qualité du récepteur en vitamine D qui est différente que la vitamine D. Je peux avoir une petite quantité de la vitamine D, ça va être efficace, parce que j'ai un récepteur qui est très actif. Je peux avoir un taux circulant de vitamine D qui est relativement élevé, et j'ai des signes de carence en vitamine D. Vous connaissez aussi le gradient nord-sud, il y a l'intolérance au lactose et le lien à la vitamine D. L'intolérance au lactose par rapport à la pigmentation du lait et l'ensoleillement. Même chez le nord, on va dire, il y a le sud, le nord qui est loin de soleil. Donc on doit consommer un peu plus de produits différents de la vitamine D, etc. Mais vers le sud, il y a le soleil, on va dire, donc on peut fabriquer par voie endogène de la vitamine D. Et donc vers le sud, on a fait le lien à l'intolérance au lactose. La race noire, il y a plus d'intolérance au lactose que la race blanche. La nature, il est bien faite, c'est-à-dire les gens du Nord ont besoin de produits laitiers pour leur apport en vitamine A, donc ils font moins de problèmes à la lactose. Et les gens du Sud ont beaucoup de soleil et ils font plus de problèmes à la lactose. On en a parlé avant, mais en tout cas, vers subhanallah, comme on dit, c'est-à-dire il y a un lien aussi entre le type d'alimentation qui se ressource, il y a certains nutriments, et les autres voies, on va dire, pour acquérir ou pour synthétiser certains nutriments, notamment pour la vitamine. Donc, intolérance au lactose, qui est un gradient nord-sud. Moins de problèmes vers le nord, plus de problèmes vers le sud. Et l'ensoleillement, il y a plus d'ensoleillement vers le sud que vers le nord. Donc les gens vers le sud, ils fabriquent plus de vitamine D, ils ont moins besoin de sources exogènes de la vitamine D. Et certainement, il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Alors là, vous avez les nouvelles recommandations il y a 2022 des sociétés françaises et
faut supplémenter en vitamine D tous les enfants de 0 à 18 ans avec de la vitamine D médicament, la vitamine D complète. On va en tout cas évoluer à le complément alimentaire. Supplémenter de préférence au quotidien, c'est possible à tous les âges. Comme ça, vous garantissez un apport tous les jours de la vitamine D, plutôt que les doses de chaque. Ça, c'est les recommandations à Madame Raja. Non, pas du tout. D'accord. Alors, éviter les méga doses, il ne faut pas dépasser les 100 000 quand même. Limiter par dose. Alors, le dosage finalement de la 25 OHD n'est pas recommandé en population pédiatrique générale, mais c'est signe d'hypercalcémie, forte dose pathogéniste. Là, bien sûr, on va doser la 25 OHD. Alors, il ne faut pas aussi oublier la supplémentation en calcium s'il n'y a pas d'apport laitier, si vous n'avez pas de source alimentaire, on va dire, via le glyciment, vitamine D, se dire, on le métabolise bien sûr pour ce cas. Alors, là, vous avez les doses de 0 à 2 ans avec ou sans facteur de risque, vitamine D2 et D3, 400 à 800 unités par jour. La D2 est moins efficace. Vous connaissez la différence entre la D2 et la D3? C'est d'origine végétale, l'autre est d'origine animale, et la D3 qui est d'origine animale, elle est plus assimilée, elle est mieux assimilée que la vitamine D3. Alors, de 2 à 18 ans, vitamine D2, D3, 400-800 unités par jour. On va aller parfois à 1600. À défaut, on peut donner une dose de charge tous les trimestres, donc 50 000 unités les 6 semaines à peu près. À défaut, toujours vitamine D3, 80 000 à 100 000 unités entrée-sortie, à l'entrée et à la sortie bien l'hiver, donc à peu près tous les 3 mois. On fait attention justement aux périodes où il y a moins d'ensoleillement, donc on peut supplémenter l'entrée de l'hiver. Alors vous avez donc les facteurs de risque de carence en vitamine D, on en a parlé, l'obésité, l'orthographe, l'absence d'exposition solaire, le défaut d'apport alimentaire, notamment chez les végans, poisson gras, huile de flamme rouge, jaune d'œuf. Quand on dit régime végan, c'est peut-être des régimes qui évitent les aliments. Donc vous avez des sources de vitamine D qui sont absentes en cas de régime végan. Alors les situations à risque où il faut surveiller de près la vitamine D, donc avec un suivi biologique et des situations où on aurait peut-être plus besoin de vitamine D. Alors notamment en cas de trouble de l'absorption, chez le cœliaque, la glycémie, en cas de cholestase. Donc il y a normalement des protocoles de supplémentation pour ces différentes pathologies. En cas de perte rénale, notamment le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale, ici, risque de carence en vitamine D chez les insuffisants rénaux. Et les problèmes osseux en rapport avec l'insuffisance rénale. Les troubles psychiatriques aussi, c'est la carence en vitamine D peut être présente et donc le conseil supplémenté. Les maladies chroniques, inflammatoires, auto-immunes, en cas de traitement prolongé, bien sûr, certains médicaments tels que les corticoïdes, les anti-épileptiques. C'est l'histoire du Gardénal. Les enfants qui ont eu sa reprise centrale de prendre le Gardénal à cause justement de l'hypocalcémie et de la carence en vitamine D. Alors, les ostéopathies secondaires, fragilité osseuse, rachitisme et dans certaines pathologies que vous savez, sévères, qui limitent finalement l'exposition au soleil. Donc ça aussi, il faut penser à supplémenter en vitamine D. Alors attention aux compléments alimentaires non soumis aux standards ou au contrôle pharmaceutique. Vous n'êtes pas très exigeant vis-à-vis des compléments alimentaires, ça vous le savez. Donc vous avez des compléments alimentaires qui prétendent justement apporter des quantités suffisantes dans certains micronutriments. Il faut se méfier.
y compris pour les sujets qui sont déjà difficiles à rentrer. Alors, non-respect de la réglementation, 80% sur 11 produits qui étaient étudiés selon le message d'alerte de la 611. Et parfois, même, vous avez même un surdosage avec risque de toxicité. Donc, les chiffres qu'ils affichent des fois dans le prospectus ne correspondent pas toujours à la vraie teneur, on va dire, en vous assure. Yak Madame Rosa. Ah. Yak. C'est. Alors, vitamine D8 et savoir penser aussi au calcium. Donc, c'est en uniquement de la vitamine D. On va parler du problème de la minéralisation osseuse. Alors, l'enfant, c'est un squelette en croissance. Et une balance calcique qui doit être positive, ce qui est la l'ostéogenèse ou l'ostéolyse. Donc, la balance doit être positive pour espérer assurer finalement une accrétion osseuse assez correcte. Alors, le taux moyen quotidien d'accrétion de la puberté, c'est à peu près 350 mg chez le garçon, 249 la période pubertale. Les besoins en calcium, ils varient généralement en fonction de l'âge. Donc là, les apports calciques quotidiens, l'adolescence, certaines avec 1 gramme, 1150 mg par jour. On avait fait une enquête il y a longtemps qui a fait l'objet d'une thèse de médecine private. On a essayé d'évaluer l'apport calcique des enfants scolarisés et on avait ciblé les enfants entre 8 et 15 ans. L'âge de la période, tout simplement, c'est une période d'accrétion osseuse assez importante. Donc, elle trouve la croissance osseuse, bien sûr, sous l'action des hormones sexuelles. Et la minéralisation osseuse devrait suivre. Donc, la minéralisation, elle dépend bien des apports calciques. Et donc, il y a des enfants des écoles publiques, niveau socio-économique. On a comparé à des enfants dans des écoles privées, niveau socio-économique, moyen à élevé. Alors, on a été, je dirais pas surpris, mais ce qu'on avait constaté, c'est que les apports classiques à des enfants ne répondaient pas aux normes, que ce soit des enfants du secteur public ou des enfants du secteur privé. Comme quoi, ce n'est pas une question de niveau socio-économique, c'est une question d'information nutritionnelle. Les parents affichent les recommandations, affichent les règles pour assurer finalement les besoins en nutrition. Et j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur le métabolisme osseux pour un diplôme de nutrition des rencontres FANSA. Et j'ai appris ça beaucoup de choses. Bon, le sujet, c'était plutôt le retentissement via la remise au régime normal chez les enfants cœliaques à la DOS. C'est-à-dire, pas encore de l'hésitation, il faut garder le régime sans gluten ou là, si l'enfant au sein de la croissance optimale, est-ce qu'on ne peut pas justement tenter de réintroduire le gluten. Chaque fois, de voler le retentissement sur l'os. Donc, chaque fois, l'effet de la remise au régime normal sur le métabolisme osseux. Donc, il y a des catastrophes. Même si l'enfant, ce régime sans gluten, il a grossi, il a grandi, il y a des problèmes liés à la malabsorption, etc. Mais au rythme de la croissance des hommes, quand on les a remis au régime normal, les paramètres des rendent voilà, par rapport à l'absorption de la vitamine D, du calcium, etc. Et il y avait justement cette ostéogenèse ou cette accrétion osseuse, cette minéralisation osseuse que vous connaissez certainement, qui démarre normalement dès la vie intra-utérine. Il se poursuit à la naissance, et vous avez le maximum normalement d'accrétion osseuse qui a lieu de la période pubertaire. C'est le maximum de calcium et de phosphore. Et puis, quand nous l'âge à peu près il y a 18-20 ans, filles et garçons, filles qui ont la minéralisation osseuse. On atteint ce qu'on appelle le pic de masse osseuse. Donc, les enfants qui ont eu un parcours, on va dire, de minéralisation osseuse correcte, ou l'âge de 20 ans avec un pic, qui est le bone peak mass, le pic de masse osseuse. Un pic de masse osseuse, c'est-à-dire une densité
minérale osseuse qui est correcte, les chirurgiens l'ostéoporose à 40 ans, peut-être il a 50 ans. Mais les enfants de l'âge de 20 ans à peu près, avec minéralisation relativement médiocre, parce qu'on n'a pas fait attention à l'apport calcifié, l'apport en vitamine D, etc., certainement il y a eu des fractures, des problèmes d'ostéopénie, d'ostéoporose précocement, c'est-à-dire à un âge relativement jeune. Donc c'est un volet auquel on ne fait pas très attention, et vous savez certainement, la supplémentation en vitalité est conseillée aussi chez les adolescents, chez les nourrissants, les premiers mois de vie. Et la période de la puberté, vous avez les os qui augmentent en longueur, avec le ciment, qui donne beaucoup de fractures les enfants la période de l'adolescence. Vous avez une petite chute là où il y a un trait de fracture. Donc il faut penser à les supplémenter systématiquement en vitalité pour profiter de la période de croissance rapide et favoriser la pression des minéraux et donc la consolidation. Pour que finalement, avec le pic de masse osseuse, il soit le plus correct possible. Donc il faut faire finalement très attention aux apports calciques. Donc finalement, c'est aussi une histoire d'information. Les parents ont aussi avoir l'information. Et pour atteindre les 1 gramme à peu près de calcium par jour, c'est-à-dire la moyenne de l'enfant, de l'adolescent, il suffit de prendre 3 produits lactés par jour. C'était la recommandation d'ailleurs avec la thèse qu'on a faite. Voilà, et chaque repas il faut un produit laitier. Ce qui n'est pas le lait, les produits laitiers, bon, je ne fais pas de la promotion pour les laits en général, l'histoire aussi de complotisme, c'est les Européens qui font des recommandations parce qu'ils produisent beaucoup de lait pour qu'ils exportent le monde, etc. Donc ça de la théorie du complotisme. Mais c'est vrai que le calcium cake, d'autres sources, notamment certains fruits, les oranges, etc., sont riches en calcium, mais qui n'est pas quand même le lait et les produits dérivés et le lait. Le calcium il est facile à assimiler, etc. Donc si on consomme un produit laitier par repas, les 3 principaux repas de la journée, on va nous sauver facilement avec 1 gramme par jour via le calcium. Avec les enfants qu'on avait enquêtés pour des écoles privées publiques, je disais 500-600 mg par jour. Donc on était pratiquement à 50% des apports recommandés, qu'il s'agisse d'enfants scolarisés au secteur public ou le secteur privé. Donc l'enquête alimentaire, les échanges autour de l'alimentation et la nutrition, ça fait partie aussi, ça devrait faire partie des échanges avec le patient lors des consultations. Alors ici vous avez les équivalences de calcium, on va dire, absorbé par rapport à son origine. Quand comparez-vous le lait. C'est-à-dire le lait reste la source principale du calcium. Alors il a dit par exemple 110 grammes des épinards, les épinards ont du calcium. 150 mg il y a le calcium ingéré, mais il y a uniquement 5 mg il y a le calcium absorbé. Il a dit 150 mg il y a le calcium du lait. Alors 150 mg de calcium va être absorbé. Donc le calcium apporté, le calcium absorbé. Comme le fer. Le fer. Voilà, le fer, effectivement. Donc il ne faut pas dire que l'aliment est riche en calcium. Le taux d'absorption de calcium avec pourquoi l'absorption du fer c'est-à-dire, bon, peut-être le fer de l'auto d'absorption. Les absorbeurs, je vais refaire, il faut un taux, peut-être ما كنشوفوش le fer végétal ou le fer animal. Le fer héminique هو اللي عنده le taux d'absorption le plus, c'est 30% تقريبا، الآخر يلاه شي 5%. Donc il faut en tenir compte par rapport aux besoins finalement en différents micronutriments. Voilà donc voilà, apport recommandé de l'âge de 1 à 18 ans pour couvrir les besoins de calcium. Consommer 3 à 4% de produits laitiers par jour. Les enfants à 10 ans, 100 mg, c'est 1 bol de lait, c'est 30 g de poudre. Vous avez aussi les équivalences si vous voulez. Mais vous pouvez retenir un produit laitier par repas. La 400 la moyenne de 1 g de calcium par jour.
Alors, le diagnostic de carence, finalement, au calcium nécessite une évaluation des apports calciques alimentaires, des radios parfois des poignets des genoux, comme on doute, sur le défaut de minéralisation, la mesure de détoplasmatique de phosphate azercanique, pH, calcémie, phosphate et calcium. Voilà, donc le rachitisme carentiel qui existe toujours. Il y a des nouvelles recommandations relativement plus simples. La vitamine D est un médicament à manier comme tel, ni trop peu, ni trop, on va dire. On ne fait pas de dosage systématique de 25 OHD en population générale. Surpoids, obésité, il faut doubler ou rapprocher les doses de vitamine D. La vitamine D est noyée, en tout cas dans la graisse d'un enfant obèse. Voilà, il faut aussi assurer des apports calciques suffisants et une activité physique régulière pour une bonne minéralisation aux sources. Captez-vous l'ostéocytométrie par exemple? Exceptionnel. Exceptionnel. C'est vrai, les rhumatomes, les kétiboras. Bon, et une dernière partie. Alors, ma question pour la supplémentation en calcium. ما كاينش انا الكالسيوم ما بقاش كالسيوم. كاين l'ostéocare. لا اسوسي مع الفيتامين دي كاين واحد الكالسيوم effervescent. commercialisé en France. C'est vrai. Ça a une petite revue. Inch'Allah prochainement. Donc, là, j'ai contacté les pharmaciens. Je suis un produit disponible. Du coup, la pharmacienne est un mais ils sont plus à jour peut-être. Voilà, donc le rachitisme existe toujours. Il y a de nouvelles recommandations. La vitamine D, c'est un médicament. Et donc, pour prévenir la déminéralisation, il faut aussi assurer des apports calciques suffisants et l'activité physique régulière. Donc, une dernière partie sur la diversification alimentaire. Oui. Non, non. J'ai dit là, c'est avec plaisir. C'est-à-dire comment finalement répondre à des besoins nutritionnels déjà chez le nourrisson. Parce que là, le nourrisson, c'est la période critique en quelque sorte pour le développement cognitif, pour le développement, pour la minéralisation silencieuse, pour tous les métabolismes, en lien aussi avec la ligne. Alors la diversification est donc une étape qui est importante. Alors, pour l'OMS, c'est à partir de 6 mois. Le souci de l'OMS, c'est le souci plus nutritionnel. C'est-à-dire les pays qui sont en voie de développement ou sous-développés ou relativement pauvres, d'habitude on a la diversification en 6 mois, ils vont abandonner l'allaitement maternel et on ouvre la porte à toutes les carences éventuelles sous la diversification va se faire à base d'aliments peut-être moins abondants. Mais pour les sociétés, on va dire, savantes, les SEGAN en particulier, les recommandations c'est plutôt 4 mois révolus. 6 mois, parce que le souci, c'est pas uniquement nutritionnel, il y a des soucis aussi, il y a le développement, il y a l'allergie, etc. Voilà, et donc le fait de, si on retarde l'introduction des aliments solubles 26 mois, c'est-à-dire 26 semaines après, il risque de développer des allergies en particulier. Alors, cela se diversifie bien sûr avant l'âge de 17 semaines, donc les 4 mois. La fenêtre d'opportunité, c'est 6 mois. C'est 4 mois par mois révolus, fin il y a le 6e. Donc les recommandations finalement pour les adapter en fonction du contexte, en fonction des génétiques, etc. Nous serons quasiment 4 mois révolus. أنا تنقسم على 5 mois. 4 mois révolus, c'est proche sec. On va regarder les différentes zones alimentaires. Le but de Machi ou à l'apport nutritionnel, mais ça, quand on veut aller des maternelles en général, et c'est-à-dire qu'en fait, il devrait expliquer son système immunitaire, alors qu'elle a les différentes protéines, les différentes. Alors, le lait maternel reste quand même la base d'alimentation de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. La diversification, donc c'est une phase de transition. L'enfant doit
continue quand même à consommer du lait, qui est là à partir de 6 mois, la quantité de lait doit être entre 500 et 800 millilitres. Toutes les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Alors, sinon, au moins 3 repas lactés par jour. À côté, il y a les repas à base d'aliments solides. Et après 12 mois, on reste minimum sur 500 millilitres de lait par jour, et donc au moins 2 repas par jour. Alors là, je vois un petit peu les apports caloriques en fonction de l'aliment. C'est-à-dire à partir de 6 mois, il y a un gap qu'il va falloir combler sur les besoins des aliments. Et pour assurer avec les besoins, il faut absolument apporter des aliments de complément, c'est-à-dire des aliments solides. On ne peut pas compter uniquement sur le lait maternel. Et ça, c'est valable aussi pour les micronutriments, que ce soit le fer ou les autres nutriments. Donc, à partir de 6 mois, le lait devient insuffisant pour assurer les besoins nutritionnels. On va introduire tous les aliments dès 6 mois, y compris les allergènes majeurs. C'est 6 mois, mais quand vous profitez de la fenêtre d'opportunité, donc les 4 mois évoluent 6 mois, notamment l'œuf, le poisson, les fruits exotiques et même la cacahuète, même chez les enfants qui sont atopiques ou là, ils ont un terrain, qui ont déjà développé une allergie au laitage. D'accord? On les diversifie comme les enfants qui ne sont pas atopiques, qui ne sont pas allergiques. Alors, quand aussi toute une discussion, elle a le gluten, je te fais de l'introduire avec la fenêtre d'opportunité, les 4 mois et 6 mois, parce que ça permet de prévenir la maladie cœliaque chez les enfants, bien sûr, prédisposés. Et là, les études de molécules récentes n'ont pas montré vraiment de bénéfices par rapport à la prévention de la maladie cœliaque. Par contre, par rapport à la prévention de l'allergie au blé, on peut avoir un bénéfice, comme d'ailleurs pour les autres aliments et pour les autres allergènes. Je ne sais pas si je suis fait comprendre. Mais c'est la différence, ça, vous le savez. Le gluten, c'est la maladie cœliaque, c'est les maladies de l'allergie, c'est un mécanisme, la IgE ou la non-IgE, en tout cas, c'est différent par rapport à la maladie autonome. Donc, d'abord, les recommandations, tendance à proposer le gluten entre 6 mois et 12 mois. C'est un peu l'âge qu'on fenêtre. Et prévenir la maladie cœliaque, ce n'est pas évident chez les enfants qui sont bien sûr prédisposés à développer la maladie. Donc, il y a une donne un peu particulière en cas de risque élevé d'allergie à l'arachide. L'introduction peut être faite entre 6 et 11 mois après évaluation par un professionnel, on va dire, qualifié. C'est-à-dire qu'il a déjà des antécédents d'allergie à l'arachide de la famille. Est-ce qu'elle a la discussion, est-ce que je dois tester avant l'arachide, ou là, un d'emblée, je vais faire une réintroduction, ce qu'on appelle une test de provocation. Donc là, les recommandations vont dans le sens peut-être tester quand il y a des allergies dans la famille. Même quand j'ai allergie à l'arachide, quand l'arachide, elle a des enfants, il n'a pas d'allergie. Vous connaissez l'histoire de l'âge, on n'a pas beaucoup d'allergie à l'arachide. Dans l'arachide, il tue peut-être un enfant chaque heure fluoxétant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent par l'anaphylaxie à l'arachide. Les États-Unis, l'Europe, les Français. Exceptionnel. Et justement, c'est une affaire, il y a l'âge d'introduction, il y a la cacahuète. Les recommandations européennes ou nord-américaines, il y a quelques années, l'arachide n'était introduit qu'après l'âge de 3 ans. L'âge comme des enfants avant l'âge de 3 ans. On a fait comme le cacao sauf généralement, les jardins, il va pas parce que je pense que chacun doit encore mais c'est quelque chose. La maman d'abord. Oui, passe. Mais qu'un travail qui était bien structuré, qui a comparé les enfants juifs
comme aussi l'allergie, elle a une base génétique, c'est-à-dire qu'il y a un support génétique pour les allergies, avec les facteurs de l'environnement. Donc un travail qui va comparer la prévalence de l'allergie à l'arachide, les juifs qui vivent ou qui sont nés en Angleterre, qui suivent les recommandations européennes, mais les enfants juifs qui sont nés des territoires occupés. Israël. Voilà. Donc les juifs ont presque les mêmes habitudes les archives d'Israël, les habitudes bien maroc, c'est-à-dire les introduisent précocement à la cacao. Donc la prévalence, bien sûr, que l'Europe est très élevée chez eux. Donc, on s'est rendu compte que peut-être l'âge d'introduction des aliments pourrait influencer le cours immunologique, on va dire, notamment pour les allergies. La même chose pour le jaune d'œuf, l'histoire des jaunes blancs d'œuf, il y a longtemps les mamans. Et le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, ça D'abord, non. La recommandation pour la maman, c'est l'œuf entier. Avec la fenêtre d'opportunité. Et avec ça, on pourrait justement prévenir l'allergie parce que le système immunitaire relativement naïf, il peut accepter facilement les nouvelles protéines qu'on va introduire, avec lesquelles il va être en contact. Vous voulez que l'allergie est prévenue par le contact avec l'allergène, aussi par l'induction de l'allergène. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'induction tolérante, c'est-à-dire que ça fait des conférences, même des enfants qui vont nous sonner maternelle exclusive, quand ils ne développent pas d'allergie pour les vaches, on lui introduire de petites quantités de chialisés nutritives, mais juste pour initier le système immunitaire pour qu'il reconnaisse les protéines chez les vaches. Donc on croit finalement le fait d'introduire précocement, ça permet peut-être d'éviter les allergies. Pour la conduite, là aussi, vous connaissez l'essentiel. Augmenter progressivement la quantité, la consistance, la variété des aliments et la fréquence des repas. Préserver un environnement calme et faire preuve de patience. Essayer tous les aliments, même peu appréciés, et les reproposer, ça c'est très important, pour éviter les néophobies alimentaires. Le problème aussi des enfants, lorsqu'ils ont tel aliment, parce qu'ils l'ont refusé peut-être 6 mois, 7 mois. Peu de chances qu'ils acceptent avec l'aliment à l'âge de 1 an. Vous avez des néophobies alimentaires qui peuvent se développer. Donc il faut toujours tenter, retenter, quand l'enfant refuse un aliment. Le lait de vache entier ou la demi-écrémée doit être évité car il ne couvre pas les besoins nutritionnels de l'enfant, en acides gras essentiels, en fer, en zinc et en vitamines. Et ça peut même on a décrit même des petits saignements, des enfants qui prennent le lait de vache et donc des déperditions le fer du tube digestif. C'est-à-dire que ça peut causer de l'inflammation et donc une exsudation, si vous voulez, bien le fer au niveau digestif. Donc le lait de vache n'est pas du tout adapté et ça peut même occasionner donc des carences, on va dire. Alors vous avez aussi le risque de déshydratation, l'excès de protéines et de minéraux dans le lait de vache. Je parle de lait de vache pur, bien sûr, le lait de vache adapté, les formules infantiles. Donc il y a le risque de déshydratation, quand on force un petit peu le système rénal. Les causes, c'est essentiellement la forte concentration de protéines, de sodium, potassium et en phosphore. Et puis qu'il y a le risque aussi ultérieur de développer l'obésité chez les enfants qui prennent et l'explication serait effectivement une vitesse de croissance cellulaire, on va dire, plus élevée pendant la petite enfance chez les enfants qui reçoivent du lait de vache. Donc beaucoup d'inconvénients, on va dire, avec le lait de vache. Alors quelques points aussi à signaler, ajouter, ou l'intérêt d'ajouter de la matière grasse à tous les repas plutôt de l'huile végétale. Introduire les produits sucrés à l'âge le plus tardé possible de manière limitée, mais ça c'est relativement discuté. Dès le début de la diversification, penser aux besoins en DHA, en fer, en vitamine D, en iode, qui doivent être couverts par les légumes, la viande. Donc si on diversifie énormément l'alimentation, on a
peu de chances, peu de risque de développer des carences Alors il faut par contre éviter le lait cru, les fromages ou le lait cru avant l'âge de 5 ans. La même chose, pas de viande, poisson ou coquillage cru ou peu cuit, les œufs crus ou de préparation à base de cru, les mousses au chocolat, les mayonnaise, etc. avant l'âge de 3 ans. Il n'y a pas de miel avant l'âge de 1 an. Alors quelques enjeux de la diversification alimentaire en dehors de l'aspect, on va dire, nutritionnel. Vous avez les approches communautaires de sensibilisation des familles sur les pratiques de sevrage néfastes, agir sur l'influence de l'entourage et la poursuite de la lettre qu'on appelle l'alcoolisme, les familles qui ça va entraver l'alimentation de l'enfant. Donc il faut trouver finalement le bon équilibre. Lutte contre les tabous, les interdits qui ciblent les sources de protéines ou d'autres valeurs énergétiques, telles que le poisson, la viande, l'œuf, les appels que je trouve des familles. Donc, seul l'enfant non. Voilà, vous n'avez pas les routes, ni les viandes. Et puis, lutter contre la tendance naturelle à préparer des aliments au sucrés pour l'alimentation de l'enfant. Donc, pour conclure, on a vu un petit peu l'importance des micronutriments à tous les plans, l'impact de ces liens des carences. On a vu les solutions qui sont à notre disposition, que ce soit à l'échelle macro ou la micro, c'est-à-dire ce que fait le ministère, ce que peut faire les professionnels de santé. Et donc, il y a un appel à l'action, la nécessité de politique intégrée, durable, pour lutter contre la faim cachée, et l'intérêt, bien sûr, tout particulièrement de la prévention. Merci beaucoup pour votre attention et je suis dispo pour des questions, des échanges, des commentaires aussi. C'était tellement clair que les questions La géophagie, quelquefois, il y a même les enfants qui. Plutôt les petits papiers ou là. Ça fait la même. Tout ce qui peut entraver l'absorption. Et qui a été un point dans la région, parce que quand même c'est une région à l'arrière-pays, donc à campagne, tout ça. الناس يشربوا الماء البير اللي فيه بزاف التراب. باسكو انا سيت اون كونستاتاسيون ديال غران مير. ديما تندير داك لا فيغيتين ديك ما عمرها ما تطلع. ولكن اشاك فوا تنسول تنقول لها واش انت تاكل التراب؟ انا قلبت كل شيء. هي واحد النهار رجعت عندها بخي 3 موا مزيان. قلت لها كي درتي؟ قالت لي حاجه واحده بغيت نشري الماء. Donc, avec vous savez, comme ils pensaient faire la région, là, pourquoi ils mettent le bien, ils mettent le bien. Les riches ont fait le travail. Ils achètent pour la région. Donc, intéressant. Ok, donc, c'est dépendant de la qualité des enfants, il y a des comportements.